C'est dimanche, nouveau rendez-vous du 7 Info sur BF1. L'essentiel de l'actualité de la semaine, la grève du 29 novembre contre la hausse du prix du carburant, les journées anti-impérialistes, les affrontements Kongluwego-Boucher et cette odeur de magouille autour de l'organisation de la foire de l'indépendance à Manga. Voici le plat de résistance. 3 invités ce soir. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Ces images pour commencer, le sacre du vieux Yakuba Sawadogo, lauréat du prix Nobel alternatif 2018 à Stockholm en Suède cette semaine. L'homme qui a su stopper l'avancée du désert, ce vieux-là, Yakuba Sawadogo, qui fait la fierté du Burkina Faso justement à ce haut niveau, Siaka Koulibaly. Oui, effectivement, on est très satisfait et très fier que l'un d'entre nous, l'un des Burkinabés, soit reconnu à ce niveau. Le prix Nobel, c'est quand même la plus haute distinction au plan mondial qui récompense les œuvres des humains. Et c'est très important que ce monsieur ait finalement été reconnu, disons, dans son œuvre, étant donné toutes les péripéties et les aventures auxquelles il a dû faire face ici, notamment les questions de sécurisation foncière des espaces qu'il était en train de reforester. Et parfois, les autorités ont même voulu lui retirer donc, les droits sur les terres où il faisait la reforestation. Donc c'est extrêmement important que cette reconnaissance arrive, peut-être un peu tardive, mais elle va permettre au plan national d'assurer une reconnaissance à l'œuvre de ce monsieur et peut-être très certainement l'accompagnement des autorités, des différents mécanismes qui pourraient non seulement renforcer le travail qu'il fait à son niveau, mais également permettre de dupliquer cet exemple-là dans d'autres zones du pays, étant donné l'impact de la déforestation sur notre pays, où on sait que maintenant, le front du désert a dépassé Ouagadougou vers le sud donc, du pays. Et c'est de toute urgence qu'il va falloir donc répliquer cette expérience dans d'autres régions afin qu'on puisse faire face au désert qui avance. Et on peut dire que c'est là une reconnaissance pour l'ensemble du monde paysan, pour ce vieux Yakuba Sawadogo, pour tout le travail qu'il a abattu. C'est aussi là, ces Burkinabés-là, cette image qu'on veut voir, ces Burkinabés sans bruit, qui travaillent dans l'anonymat, mais qui font des choses véritablement. Exactement, c'est ça. Et à lui, il faut peut-être déjà parler de l'expérience des 6S dans le passé, qui avait également connu une telle reconnaissance, mais peut-être pas au prix Nobel, mais au plan mondial qui a beaucoup été reconnu. Et que là encore, lui, il a travaillé en silence, sans faire beaucoup de bruit, mais inlassablement, tous les jours, il a œuvré à mettre en terre des pieds d'arbres, des pieds d'arbustes, aussi bien sauvages que domestiques, de telle sorte que, par finir, on a bien été obligé de reconnaître son œuvre et aujourd'hui, il reçoit cette reconnaissance au niveau international. Moi, je crois que pour lui, il a bien bouclé son cycle d'activité et qu'on espère bien que le ministère de l'Environnement, au moins, va l'intégrer dans les dispositifs de renforcement des capacités afin qu'il puisse aussi aider à encadrer la jeune génération, peut-être pas dans les techniques, puisque là, le ministère a certainement de meilleurs résultats, mais en tout cas dans la détermination à agir dans un domaine qui est très important pour le pays. Merci, Siaka Koulibaly. La suite de cette info, de nouvelles violences mettaient en cause des éléments des groupes d'autodéfense au Kongluwego. Ils étaient face à des bouchers d'un marché de la capitale burkinabé. Le bilan est meurtrier, 2 morts, 1 de chaque camp. 2 morts, des motos calcinées, c'est le bilan macabre de cet affrontement entre Kongluwego et quelques commerçants du marché Arbillard de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Selon les témoignages, des Kongluwego auraient ouvert le feu sur un boucher et enlevé 2 autres personnes. Je venais en peine d'arriver. Bon, j'ai appelé un de mon ami, mais il n'a pas pu décrocher. Quand j'ai pris moi mon vélo pour venir là, c'est arrivé ici maintenant que j'ai vu que le vieux père l'a déposé.
En regardant maintenant, nous on a vu qu'ils ont tiré sur eux. Maintenant le vieux père est mort. Quand il est mort, nous on a essayé de les rejoindre, on n'a pas pu. Quand on a essayé de les rejoindre, ils sont revenus en groupe encore. C'est dans ça maintenant nous on a fui. Quand on a fui, ils ont commencé à tirer en l'air. Quand ils ont tiré en l'air, c'est la même route là ils ont pris. Quand ils ont pris la même route là, et puis ils ne sont plus revenus. Hein. Et puis ils sont partis avec 2 personnes. Maintenant ces 2 personnes là, nous la population de Tanguin, en tout cas moi je loge à Tanguin. Nous on demande que ces 2 personnes là n'ont qu'à rentrer ce soir là. Koroluego là non, on ne leur veut plus quoi. Celui qui est mort là, moi je le vois comme mon père. La première victime du nom de Haruna Ouedraogo est boucher, âgé de plus de 50 ans. Il aurait 2 femmes et 9 enfants. Son ami avec lequel il était dans la matinée situe ses soucis avec le groupe d'autodéfense à 2017. Les Koroluego auraient extorqué environ 600 000 francs CFA à ce dernier qui porte plainte à la justice. Ce matin, Soumaïla Tafsouba dit avoir accompagné son ami au tribunal. De retour, il se sépare vers 14 h. Il ne le reverra plus si ce n'est couché sans vie. Les populations ripostent et lynchent dans la foulée un Koroluego dont le corps est abandonné dans le canal à côté du marché. Les Koroluego étaient venus interpeller un boucher. Je crois que c'est dans ça qu'il y a eu des altercations. Mais malheureusement, nous déplorons en tout cas une perte de vie. Selon ce que nous constatons sur place, il y a un des Koroluego et il y a le boucher en question qui a aussi perdu la vie. L'endroit de la population, c'est de demander en tout cas le calme, parce que face à une telle situation, il n'y a pas autre moyen que de demander le calme et de demander à la justice de faire son travail. Des motos de Koroluego sont mises à feu par la suite. Les populations, toujours sous le choc, se demandent pourquoi les autorités ont laissé la situation dégénérer, car depuis la veille, la tension était tendue. Et c'est ce mercredi qu'un Koroluego et un boucher perdent la vie à Arbiar. Arbiar qui veut dire en moré, marché du mercredi. Le calme commençait à revenir après l'enlèvement des 2 corps, mais la tension était toujours vive dans l'assistance. Voilà. Énième situation de violence impliquant un des éléments du groupe d'autodéfense Koroluego, Siaka Koulibaly. Là, c'est encore une situation regrettable. Pourtant, pour ce groupe d'autodéfense bien apprécié par une frange de la population burkinabé. Oui, mais en même temps, cette affaire permet de mettre en exergue tout ce que ces Koroluego représentent en réalité, à savoir la situation de hors-la-loi. Ici, c'est très important dans la mesure où on se rend compte que les Koroluego ont agi selon leur mode opératoire classique, c'est-à-dire des arrestations sur la base des dénonciations et d'enquêtes entre griffes basées sur les fétiches. Ils interpellent donc des individus qu'ils mettent en détention. Ils torturent ces individus, essaient d'extorquer aussi bien des aveux que des amendes. Et là, on parle d'à peu près 600 000 francs qui auraient été extorqués au monsieur qui a perdu finalement la vie. Le monsieur, se sentant dans son bon droit, est allé devant la justice, qui est quand même le symbole de l'État et de la sécurité dans un pays. Et là, ce qu'il faut noter ici et faire ressortir, c'est l'incapacité de la justice à régler l'affaire, parce que selon ce qui a été dit, c'était la 7e fois que le monsieur s'est présenté à la convocation du juge sans que les Koroluego, eux, ne viennent. Donc, ça veut dire que pour ce serait indéfiniment que le monsieur serait allé devant la justice. Et finalement, il a perdu la vie parce que les Koroluego estiment qu'il est en train de défier leur autorité. Alors qu'ici, il s'agit justement de le mettre en présence de la justice. Et s'ils estiment qu'ils ont vraiment des éléments contre le boucher, pourquoi ne pas se présenter chez le juge et démontrer la culpabilité donc, du monsieur, au lieu de chercher à agir selon un code qui n'est pas celui de l'État. Les Koroluego, justement, qui se sont bâtis aujourd'hui une autorité, une certaine autorité, justement, à côté de l'autorité. On l'a vu aussi récemment avec ce communiqué interdisant la vente ou la consommation de boissons frelatées, etc. C'est comme si, à un moment donné, ils ont construit leur État dans un État. Et... Ici, on est bien en présence d'une situation de conflit de légitimité.
l'État estime qu'il y a certaines zones du pays où il n'arrive pas à assurer la sécurité, en particulier dans certaines zones rurales, les Corlogos se sont organisés, et il faut parler là donc d'auto-organisation, et dans certaines zones, ils ont réussi effectivement à ramener une sorte de sécurité, en tout cas pour ce qui est de la petite délinquance, les vols de bétail, de volailles, etc. Mais ceci dit, il faut donc voir quelles sont les lacunes qui résident dans le mode de fonctionnement de ces corps légaux. À savoir, l'usage des moyens et des méthodes qui sont interdites par la loi. La torture. La torture, le racket, les amendes qui ne sont pas basées sur une base légale. Quand pour un mouton volé, on vous fait payer 600 000 francs. On ne sait pas à quelles règles répond donc ce type d'amende. Donc, il y a surtout ces cas-ci où les Congolais ont refusé de se présenter devant la justice de l'État et ont tenu à appliquer leur propre justice en exécutant le monsieur qui a osé porter plainte. C'est pour dire généralement qu'il ne faut pas que quelqu'un parle devant la justice de l'État lorsqu'il a affaire au Congolais. C'est ce que ça veut dire dans cette histoire. Et là, on remet en cause la responsabilité de l'État qui, depuis que le problème a été soulevé, n'a jamais voulu trancher ouvertement là-dessus. On se rappelle la déclaration du chef de l'État lorsque la question lui avait été posée, je pense en début 2017, où il disait que comment peut-on réglementer quelque chose qui n'a pas d'existence légale. C'est ce qu'il avait dit. Tout à fait. Donc il disait qu'ils n'ont pas de récépissé, ils ne sont pas reconnus. Donc comment est-ce qu'ils pourraient intervenir? Mais ici, on est justement en face des faits sociaux et des justices privées et qui occasionnent de l'insécurité dans les zones en question. Et la principale conséquence donc du mode opératoire des Corlogos, c'est de donner un message à la population en disant il faut que chacun s'organise à sa manière pour se défendre parce que l'État ne peut plus le faire. Donc les Corlogos se sont organisés, les bouchers se sont organisés pour se rendre justice. Et il y a eu effectivement ces opérations de représailles le jour d'après, attaquant des camps de QG de Kogluego. Et du coup, on est dans un cycle de violence. Exactement. Et là, ça commence à craindre véritablement. Est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, que l'État définitivement s'assume? Mais bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les bouchers qui s'organisent. Il y a eu déjà les cas avec les dozos dans l'ouest du pays. Mais venez à imaginer que dans les zones touchées par le terrorisme, justement, certains groupes se créent dans le même sens en disant, nous, on veut assurer la sécurité des populations. Qu'est-ce que l'État dirait en ce moment? Donc, il y a des dérives qui sont liées au mode opératoire des Corlogos. L'État a bien voulu mettre en place un décret dans lequel il parlait des polices de proximité, où on pouvait recycler les Corlogos afin qu'ils servent d'auxiliaires des services de sécurité. Bon, dans la théorie, c'est bien beau, mais est-ce que l'État est en mesure d'appliquer effectivement ces décrets? Parce que finalement, ce qu'on demande aux Corlogos et qu'eux ils refusent, c'est qu'ils jouent le rôle d'auxiliaire des services de sécurité en ne faisant que la dénonciation et peut-être l'assistance aux forces de sécurité pour interpeller. Donc, s'ils voient des gens, effectivement, ils estiment que ceux-là sont réellement coupables, ils dénoncent à la gendarmerie ou à la police, ou éventuellement, ils les amènent devant la gendarmerie. Alors qu'ils ne veulent pas jouer ce rôle. Et ça, ils ne veulent pas de cela parce qu'ils veulent assumer eux-mêmes certaines fonctions. Et finalement, on se rend compte que c'est une activité qui est très rentable à cause des raquettes qui ont lieu. Quand vous voyez des personnes qui abandonnent le métier de soudeur, le métier de plombier, pour devenir Corlogo à part entière, cela veut dire que l'activité est rentable. Donc, il faudrait veiller à ce que les dérives ne viennent pas augmenter l'insécurité qui est déjà assez importante dans notre pays. Et là, c'est toute la difficulté que l'État a aujourd'hui. On ne sait pas trop pourquoi l'État a du mal justement à juguler ce problème. Oui, c'est peut-être une question de perception de la part de certaines autorités qui peut-être auraient des accointances avec certains de ces groupes. Je dis bien certains parce qu'il serait difficile d'avoir un lien avec l'ensemble des Corlogos. Et c'est une question de perception parce que les impacts qu'il y a à laisser exister et agir les Corlogos, c'est que c'est l'État qui perd de la légitimité et qui perd surtout dans le domaine où le symbolisme est le plus fort, à savoir celui de la sécurité et de la justice. Ce sont les deux domaines régaliens par excellence où aucun État ne veut laisser à une organisation quelconque la possibilité de venir intervenir. Et ici, bizarrement, on voit que notre État s'accommode très bien de l'existence et de l'intervention de ces groupes-là
qui remettent en cause sa propre légitimité. Une sorte d'impuissance. Donc, exactement. Alors, on attendra de voir qu'est-ce qui sera fait, en tout cas, par l'autorité dans les jours à venir à partir de ce énième incident. C'est un rapport qui accable le gouvernement burkinabé dans sa gestion de la crise sécuritaire. Inaction, incohérence entre les discours et les actes, crise de commandement au sein de l'armée burkinabé. C'est l'Institut Free Afrique qui le dit. Lorsqu'on fait le bilan des 10 derniers mois, on voit qu'en 10 mois, ils ont réussi à prendre presque toute la partie est. Toute la partie est des endroits du nord de la boucle du Mouhoun, l'expansion terroriste est alarmante. Au 22 novembre 2018, au moins 90 attaques ont été recensées. Ces chiffres compilés par l'Institut Free Afrique montrent à souhait l'urgence d'agir. Agir oui, mais avant d'aller aux propositions, ces chercheurs posent le diagnostic. Le terrorisme au Burkina Faso, pourquoi? Il y a d'abord cette inaction de l'État face à ses responsabilités. Le terrorisme nous montre une crise de sens. Que des jeunes burkinabés aillent se donner à la mort pour se faire exploser peut-être à l'état-major de leur pays, c'est qu'il y a un vide de sens à leur vie qui a été récupéré par d'autres. C'est cette vacuité du sens également qui est posée. C'est ça que le terrorisme nous dit. Et le terrorisme nous dit qu'on n'a pas de projet pour cette jeunesse. Qu'elle est en errance, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle attend d'elle-même, qu'est-ce qu'on attend d'elle, elle est laissée pour elle-même, elle est en errance. Il y a également ce que ces experts qualifient de fabrique d'inégalités qui provoquent des sentiments d'injustice. La situation serait favorable à la prospérité du terrorisme. Là-bas, vous allez rencontrer beaucoup de gosses qui courent dans tous les sens, une densité de population extraordinaire. Vous n'allez pas avoir de caniveaux, ni de bitume, ni d'éclairage public. Mais si vous avez le bonheur de tourner à gauche pour aller, vous allez avoir du caniveau, du bitume, de l'éclairage public, vous n'allez rencontrer aucun gosse. Mais sachez qu'à gauche, c'est la puissance publique qui a mis là. Donc c'est une fabrique d'inégalité. Pendant que des jeunes barricadent les routes pour demander du bitume à Ouagadougou, il y a du bitume à Ouagadougou dans des quartiers où c'est très peu fréquenté. Et ça, c'est juste l'illustration des inégalités territoriales entre Ouagadougou et d'autres parties du pays qui est très importante. Les réflexions mettent à nu par ailleurs l'incohérence entre les discours et les actes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Le Burkina Faso a consacré 4% de ses recettes fiscales au paiement de fonds communs pour 8500 fonctionnaires du ministère des Finances. En situation de crise alimentaire et de crise, ce n'est pas encore la crise alimentaire de 2017, en tout cas de crise sécuritaire. Ce n'est pas pour faire l'invective, mais c'est de l'économie positive, pour montrer objectivement où ont été portés les choix publics, où ont été les priorités, quelles priorités on a donné à la question. On a des attaques en avril 2015, qui s'accélèrent en 2016 et qui sont encore plus importantes en 2017. Paradoxalement, la part de notre budget qui va aux dépenses militaires a baissé. Plusieurs explications, parce que ce n'était pas une priorité de fait, de facto, au-delà des discours, ce n'était pas une priorité de facto, c'est ce que ça dit. Et de facto, parce que le débat public n'a pas placé comme tel. Et si vous regardez, vous le comparez à d'autres pays comme le Mali, le même ratio, vous regardez, à partir du moment où le Mali a connu un plan en 2013, 2012, 2013, regardez ce que ça fait. C'est allé très vite. Et que chez nous. Donc aujourd'hui, pour des pays dont la richesse nationale est relativement comparable, le budget peut être comparé entre le Mali et le Burkina, la part du budget qui va aux dépenses militaires au Mali est de 13% en 2017, au Burkina c'est 5%. Face à la situation, il urge de prioriser franchement les défis sécuritaires, selon Dr Rassabalga Ouedraogo et ses confrères qui estiment aussi qu'il faille résoudre la fragilité interne dans l'armée. Une fragilité qui se manifeste par une grave crise de commandement au sein de la troupe, se désole le directeur exécutif de Free Afrique. Le directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, le docteur Rassabalga Ouedraogo, qui parle d'une hiérarchie militaire illégalement riche, devenue illégitime. La crise de commandement est alimentée également par ce qu'on explique depuis très longtemps, depuis le rapport de la Commission de la réconciliation et de la réforme, septembre 2015. Une énorme corruption d'une partie de l'élite militaire. Ça, c'est très important. Vous avez des chefs militaires, y compris l'ensemble des RDS, qui sont illégitimement riches et en conséquence qui ne peuvent pas faire leur mission. Et en conséquence, c'est su par la troupe, parce qu'ils sont gardés par la troupe est utilisée pour les missions de
allez, tu vas payer la scolarité de ma fille qui est au Canada, ainsi de suite. Donc la troupe sait. Et la troupe sait qu'un militaire multimillionnaire n'est pas crédible pour commander. Donc il y a une crise de commandement. Quand nous disons cela, ce n'est pas juste un enjeu d'argent, c'est un enjeu de crédibilité du commandement dans une situation qui est une situation de fait de guerre. Je peux ajouter à ça des problèmes de cohésion à l'intérieur des FDS. Les gendarmes et les policiers, les gendarmes et les militaires et les policiers se comportent comme des coépouses d'un polygame impuissant à les discipliner. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez vu, y compris à la garde présidentielle, ça a été largement documenté par la presse, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais c'est des problèmes évidents, qui sont triviaux devant nous, mais si on ne les prend pas en charge, on ne considère pas ce que ça veut dire en termes de comment ça peut gripper la machine de défense du pays, de sécurité du pays. On attend le là où les infrastructures militaires et sécuritaires sont posées, ce n'est pas là où les défis sécuritaires et défense sont les plus prégnants. Et en conséquence, il y avait une grande inefficacité. Donc ça, c'est la question de la géographie des infrastructures, des installations, mais aussi des zones. Et comme l'a dit le collègue tout à l'heure ici, il y a près de 40% du territoire qui est désert de commissariat et de casernes de gendarmerie, pendant qu'il y a près de 25% qui cumulent les deux. Deux faits, Siaka Koulibaly. D'abord, cette hiérarchie militaire qu'on estime vivre dans un luxe insultant. Et puis, il y a cette guerre interne entre corps, police, gendarmerie, soldats, militaires. Là, c'est une situation qui n'est pas propice à l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Oui, très certainement. En théorie, ces deux facteurs sont de nature à empêcher l'efficacité des forces de défense et de sécurité dans leur ensemble. Mais il faudrait quand même faire attention à certains des arguments, en particulier la question de la richesse de la hiérarchie militaire. Moi, je crois qu'en évoquant de telles situations, il faudrait donner des exemples. Autrement, il est difficile donc d'évoquer l'argument sans apporter. On aurait pu dire, bon, tel officier est propriétaire de telle entreprise qui donc a tel chiffre d'affaires, etc. Mais si ce n'est pas le cas, donc cela resterait dans le domaine des supputations. Et là, il faudrait faire attention. Ce qui est plus vrai, c'est effectivement cette mésentente entre les différentes unités des forces de défense et des forces de sécurité, où je pense que le politique qui est responsable des politiques de sécurité n'arrive pas à organiser convenablement les forces en fonction de leur spécificité et de leur emploi. La police, la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la douane, les eaux et forêts, les gardes de sécurité pénitentiaire, chacune de ces forces a une destination qui est prévue par la loi. Lorsqu'on laisse certaines de ces unités outrepasser leur domaine et que l'autorité n'intervient pas, il va sans dire que ces unités-là vont se rendre ineffectives. Ça aussi, c'est un des éléments importants. Et quand on voit, on a remplacé le RSP par la garde de sécurité présidentielle républicaine, et on voit les dysfonctionnements qu'il y a entre certaines des unités gendarmerie, police ou gendarmerie militaire, par exemple. Cela veut dire que l'ajustement n'a pas été sciemment organisé, de telle sorte que certains outrepassent les domaines qui ont été délimités dans le cadre donc, de la sécurité de la présidence. Et si on prend cet exemple-là, on va l'ajouter aux autres cas, comme la lutte contre le terrorisme, on va se rendre compte que peut-être que certaines unités ne sont pas adéquatement missionnées pour agir. Si vous amenez la gendarmerie à une place où ça devrait être des fantassins qui interviennent avec des matériels lourds, il va sans dire que ceux qui n'ont pas été envoyés vont se sentir frustrés et par la suite ne vont plus intervenir. Donc il y a ces petites concessions, mais qui à mon avis relèvent plutôt du politique que de l'armée ou de la police ou de la gendarmerie. C'est une question de politique militaire. Voilà, exactement. Merci. Politique de défense. C'est ça. 1er décembre 2018, journée anti-impérialiste, c'est la 3e édition. La mobilisation se prépare pour dénoncer les causes du malheur de l'Afrique. On en parle tout à l'heure. Les journées anti-impérialistes prévues le 1er décembre 2018 se veulent une édition de grande mobilisation nationale et internationale
en vue de protester contre ce qui est vu comme le malheur de l'Afrique, l'impérialisme. La hausse récente du prix des hydrocarbures en serait ses conséquences, motif suffisant donc pour les organisateurs de ces journées de réflexion d'appeler les Wagalais à une participation massive. On parle de l'augmentation du prix du carburant. Ces instructions-là sont venues d'où? C'est venu tout droit du FMI et de la Banque mondiale. Il y a des instructions dessus qui ont demandé à notre pays d'arrimer le coût là, du carburant à l'international à la pompe. Et notre pays l'a appliqué. Et les gens se pavanent maintenant pour raconter que bon, dans d'autres pays, le prix est ainsi de même. Classons un peu le niveau de vie des populations, le revenu des populations et essayons de voir s'ils sont capables de payer ces prix-là. Il n'y a pas que le Burkina Faso qui serait victime des forces impérialistes. Ces organisations de la société civile peignent une Afrique qui peine à trouver son chemin par la faute de ces dites forces. Sur le plan économique, l'on assiste au pillage des ressources des pays africains par les multinationales impérialistes avec la bénédiction et la complicité des élites dirigeantes au pouvoir. Au Burkina Faso, ces multinationales sont présentes dans la plupart des secteurs vitaux de l'économie nationale, avec un faible contrôle de l'État sur leurs activités, notamment dans le domaine des mines, du coton, du chemin de fer, etc. Pouvons-nous imaginer que pendant que le secteur des mines produit d'importantes quantités d'or, nos populations peinent à satisfaire les besoins les plus élémentaires? Il est donc temps pour que les autorités burkinabées affirment leur souveraineté dans tous ces domaines cités, en commençant par la sécurité, clament ces représentants de structures associatives anti-impérialistes. Si vous confiez votre sécurité à un pays, souffrez que ce pays-là profite de votre sécurité pour exploiter vos ressources. Sinon, si les Burkinabés réfléchissent bien, quelqu'un qui est allé pour mettre de l'ordre en Libye et qui a saccagé l'État libyen, quelqu'un qui a contribué d'une manière ou d'une autre au massacre au Rwanda, ceux qui ont massacré le peuple algérien ne peuvent pas venir mettre de l'ordre au Burkina Faso. Ce n'est pas vrai. Autant de messages qui seront véhiculés le 1er décembre prochain à Ouagadougou. Le CEDAIP, la CGTB, l'ODJ, le Manifeste des intellectuels pour la liberté, l'UGEB, le MBDHP, Kebaïna et le Sinamub sont les organisations qui portent cette 3e édition des journées anti-impérialistes. Panel, animation de stand, concert, foura sont au menu de l'événement. Les journées anti-impérialistes, parlons-en avec, sur ce plateau, notre deuxième invité, Ismaël Traoré. Il est le président de l'UGEB, l'Union Générale des Étudiants Burkinabés. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de répondre à notre invitation. Pour vous, l'impérialisme, ça se manifeste comment au Burkina, par exemple, concrètement? Merci bien, M. Aubin Guébré. Avant d'en arriver là, je tiens quand même à remercier la télévision BF1 pour l'opportunité qu'elle nous offre en tout cas de pouvoir échanger d'une thématique aussi bien d'intérêt national d'intérêt pour nous. Alors de façon concrète, l'impérialisme, les manifestations par exemple dans notre pays, nous prenons par exemple la question donc sur le plan économique, donc le pillage des ressources des différents pays africains. Et vous vous rendrez compte donc que les multinationales, ce sont eux qui s'accaparent en tout cas et la gestion donc bien entendu des ressources naturelles de nos différents pays. Donc la conséquence c'est qu'aujourd'hui vous retrouverez donc dans des secteurs comme le secteur minier, comme le coton, l'or, ainsi de suite. Ce sont effectivement ces multinationales-là qui s'accaparent en tout cas ces ressources-là, ainsi de suite. Donc vous allez vous rendre compte également que l'État burkinabé, de façon plus claire, n'a même pas une seule mine qu'il exploite au profit donc des populations burkinabées. Donc c'est pour dire effectivement que ces ressources-là, nous les avons dans notre pays, mais en réalité, elles sont exploitées au profit donc d'autres pays, d'autres puissances impérialistes. Nous avons également, comme c'est l'actualité également, la présence donc de forces étrangères sur le sol africain. Et il vous souviendra donc de l'intervention au Burkina ici, notamment à travers lors d'une attaque au niveau de la mine de Inata. Et on s'est rendu compte que l'armée française a affirmé en tout cas avoir agi
et à l'appel, donc, suite à la demande des autorités burkinabées. Nous, on pense effectivement que ça viole véritablement la souveraineté de notre pays. Et la question que nous nous posons au niveau donc, de ces organisations-là, c'est de savoir en réalité, est-ce que la facture, est-ce qu'il y aura une facture? S'il y a une facture, qui va payer? Donc, c'est pour dire effectivement que ce n'est pas évident que c'est gratuit. Et si ce n'est pas gratuit, il va falloir qu'on puisse fouiller et chercher davantage pour savoir qui va payer donc, ces factures-là. Et ce qu'il faut noter très clairement, c'est que l'intervention donc de ces puissances impérialistes dans les différents pays africains, là, c'est-à-dire que ça a beaucoup plus causé la désolation. Voilà, vous prenez donc l'exemple donc, de la sous-région ouest-africaine. La dégradation de la situation sécuritaire est liée à l'intervention française et de l'OTAN en Libye. Voilà, parce qu'on a une intervention censée ramener la paix, mais qui... Naturellement, censée ramener la paix, mais si vous jetez un coup d'œil au niveau de la Libye, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement en tant que tel, et c'est l'insécurité totale. On a voulu installer une démocratie, on a installé autre chose. Absolument, on a installé autre chose, et la conséquence aujourd'hui, c'est que ça s'est répercuté dans toute la sous-région. Le Mali a été victime, et aujourd'hui, on ne peut pas dire en clair si l'intervention française aujourd'hui a pu apporter la solution en tout cas au Mali. Vous parlez justement de tous ces cas de l'installation de ces forces étrangères sur nos territoires qui nous aident à combattre le terrorisme, entre guillemets. Mais là, est-ce que ça, ce n'est pas aussi de notre responsabilité? On sait que les rapports entre États, c'est une question d'intérêt. Tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours que l'impérialisme également s'appuie également sur ces valeurs au niveau des différents pays. Donc c'est pour dire effectivement que nous, aussi bien il faut combattre donc l'impérialisme, il faut voir également pour pouvoir combattre également les valeurs qui lui servent en tout cas d'appui dans nos différents pays. Voilà. Donc pour poursuivre donc, en termes d'exemples précis en termes de domination de notre pays, nous avons également les mesures des différentes institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. On se rend compte qu'avec la souscription de nos différents États au programme d'ajustement structurel, on a demandé à nos différents États-là de se désengager des secteurs sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, le logement, ainsi de suite. La conséquence aujourd'hui, elle est là, c'est qu'on a détruit notre système éducatif, on a détruit notre système de santé. Aujourd'hui, le logement également, c'est un véritable problème pour les populations. Ça, c'est le diagnostic. Donc, c'est pour dire, oui, effectivement, ça, c'est le diagnostic. Ça se poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'adoption? C'est toute la grande interrogation. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette réalité qu'on dépeint, qui est une réalité? Elle est là, le constat, les faits sont têtus. Maintenant, il faut agir et je pense que c'est dans ce sens que vous êtes au front de la lutte. Pour vous, la vie chère, c'est une conséquence de l'impérialisme, à votre avis? Absolument, absolument, parce qu'en réalité, même si vous prenez la récente augmentation du prix des hydrocarbures, et également le fait d'envoyer de nouvelles taxes pour pouvoir, en tout cas, charger les populations burkinabées, ça participe également de l'impérialisme, en tout cas, dans notre pays. C'est-à-dire que ce sont des injonctions des institutions de Bretton Woods qui imposent justement qu'on puisse trouver des initiatives, justement, si vous prenez les différents documents, pour insister, faire en sorte que, justement, nous puissions payer la dette. Voilà. Alors qu'en réalité, en payant cette dette-là, ce n'est pas au profit donc de nos populations. Mais c'est l'éternel problème. Personne n'empêche l'Afrique de refuser la dette et de s'assumer. C'est la raison pour laquelle justement les journées anti-impérialistes sont là. C'est un cadre d'échange, un cadre d'élévation du niveau de conscience politique et idéologique des populations, de la jeunesse en particulier. Il va falloir qu'on puisse réfléchir à voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour pouvoir mener la lutte afin justement de pouvoir lutter contre ce système-là qui nous opprime. Alors, vous avez parlé donc de la hausse du prix du carburant récemment, 75 francs de plus. Et pour vous, là, c'est là aussi une des conséquences de l'impérialisme. Les implications du gouvernement ne vous ont pas convaincu? Absolument non, parce que le gouvernement avance essentiellement 3 arguments. Premièrement, on parle de la hausse du prix, c'est-à-dire le prix du baril à l'international, ce qui n'est pas juste parce que justement, le coût du baril n'a jamais été à un niveau aussi bas que maintenant. Parce que si on fait un retour dans les années 2012, 2013 et autres, on voit que le prix était encore à un niveau plus élevé que ce niveau-là. Donc justement, par rapport à ça, évoquer le coût du baril qui aurait flambé, cet argument-là ne nous convainc pas donc à notre niveau. Deuxièmement, on avance le fait que la Sonabi rencontre donc des difficultés financières. Pourtant, on se rend compte justement que pour chaque litre d'essence et de gasoil, c'est au moins 264 francs qui va justement au niveau de taxes.
Donc c'est pour dire effectivement, si on dit que l'État doit, par exemple, à la SONABI, il va falloir que l'État puisse honorer donc ses engagements vis-à-vis de la SONABI. L'État moyens où? Oui, mais il faut dire que les populations payent quand même le carburant. Et ce carburant, il est taxé. Ce carburant, il est taxé à hauteur de plus de 264 francs. Donc c'est pour dire effectivement que ça ne s'explique pas le fait donc de dire que la SONABI en tout cas a ces difficultés-là à ce niveau. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément c'est que pendant que nous disons qu'il y a des difficultés sur le plan financier, on se rend compte qu'au niveau des autorités, là, le comportement qu'ils adoptent, ce n'est pas un comportement qui montre justement que la santé financière de notre pays est vraiment atteinte. Parce qu'on on achète des véhicules talismans, ça c'est un. Deuxièmement également, on arrive également à s'octroyer donc des émoluments qui vont même au-delà même de ce qui est fixé par la loi. Donc c'est pour dire effectivement que ce sont des éléments qui montrent précisément que la situation est mal gérée. Le discours et les actes. Il y a cette situation qui est là. Un autre élément aussi, on évoque la question de soutenir l'effort de guerre. De notre point de vue, on ne peut pas quand même dire qu'on va soutenir l'effort de guerre en affamant le peuple. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est conçu, c'est pour dire en réalité que le poids la retombe en fait sur les pauvres populations. Quel est l'effort que les gouvernants, eux, à leur niveau, ils font? Puisque eux-mêmes, ils ne payent pas le carburant. Il y a eu des efforts en termes de réduction du train de vie de l'État. Quel effort, par exemple? Prenez-nous un exemple précis. La gestion de carburant, par exemple, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites à ce niveau. Nous, on ne pense pas qu'effectivement, il y a eu des efforts à ce niveau. Bien au contraire, ils sont allés même au-delà même du décret qui fixe donc leur rémunération pour dire effectivement que c'est lorsque ils vont adopter un autre décret pour pouvoir se conformer. Nous, on pense que c'est quand même incongru. D'accord. Alors, la lutte pour vous, c'est à travers peut-être cette marche du 29? Absolument, absolument. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'une marche d'avertissement parce qu'on estime que justement le gouvernement peut encore se rattraper. Donc c'est la raison pour laquelle on tient déjà à interpeller l'autorité à travers un message pour lui dire effectivement que les populations ne sont pas d'accord avec cette manière donc de gérer les choses et que nous exigeons justement à ce qu'on puisse revenir aux anciens prix, qu'on exige également un audit sérieux au niveau de la SONABI, de la SONABEL pour pouvoir diagnostiquer véritablement ce qui a fait qu'effectivement il y a toutes ces dettes-là qui sont là. Si c'est l'État qui ne paye pas justement, qu'il puisse donc s'assumer, ce n'est pas aux populations de pouvoir payer les frais en tout cas de cette mauvaise gestion de la SONABI et de la SONABEL. Visiblement, les manifestations de rue ne semblent plus ébranler ce gouvernement. Il y a même un ministre qui l'a dit, Vincent Dabilgou, qui dit que si c'est la marche, les uns pensent que c'est la marche qui peut faire changer, créer le développement dans ce pays, ben, qui marche. Certains l'ont dit avant l'insurrection populaire, mais ils ont été étonnés les 30 et 31 octobre. Donc c'est la réponse que nous pouvons leur donner. Alors, donc les activités pour ces journées anti-impérialistes, concrètement, qu'est-ce qu'on y met? Alors, il faut dire que les activités, il s'agira dans un premier temps d'un panel. Donc, le thème déjà des journées anti-impérialistes, c'est le suivant: contre les menées impérialistes, pour la liberté, la démocratie et le progrès social véritable en Afrique. Donc ça, c'est le thème général des journées anti-impérialistes. Il y aura également des sous-thèmes qui seront développés. Donc on va se pencher sur la question de la domination impérialiste, qui est un obstacle au développement socio-économique, politique de l'Afrique. On va se poser également la question de savoir ce que font les puissances impérialistes dans notre pays, en Afrique. Voilà, donc c'est pour dire effectivement, il y a déjà ce panel-là qui est là avec des sous-thèmes. Il y aura également un concert meeting, c'est-à-dire un concert avec des artistes engagés avec des messages bien précis. Il y aura également des expositions de stands, c'est-à-dire les différentes structures viendront donc avec tout le nécessaire pour pouvoir exposer leurs documents, ainsi de suite, en rapport justement avec le thème de l'activité et qui, en tout cas, en lien avec les journées anti-impérialistes. Merci Ismaël Traoré d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci bien. La Suisse, une semaine d'actualité, c'est aussi cette vaste opération de contrôle nocturne menée par les polices municipales et nationales. Environ 72 voitures, près de 200 véhicules tricycles et plus de 500 motos sont passés à la trappe. Une action qui entre dans le cadre de la Journée nationale de la sécurité routière. 22h30 sur l'avenue Bassawarga à Ouagadougou, un conducteur de tricycle qui circule allègrement sans un minimum d'éclairage. Pas de phare, encore moins de fil lumineux arrière. Pourtant, les textes sont clairs. Ces engins ne doivent pas circuler après 19h. Mais pour cet usager, c'est peut-être la dernière fois qu'il foule au pied les codes en la matière.
car les polices nationales et municipales sont désormais intraitables. Cette nuit du 21 novembre, ce sont 23 équipes qui sont postées dans les grands carrefours de la ville. On contrôle, on verbalise, souvent on conduit en fourrière. Par moment, on immobilise quand c'est surchargé, dépourvu de documents d'identité et sans éclairage. Et c'est là que colère et tension s'invitent dans l'opération. On n'a pas eu l'information là. Dans le travail là, des règlements là, on doit diminuer. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe. Ici c'est un pays pauvre. Les jeunes se débrouillent. C'est ce soir là même que nous on vient d'apprendre que les tricycles ne doivent pas rouler la nuit à partir de 19h. Il devrait y avoir des circonstances atténuantes pour nous les pauvres usagers. La circulation nocturne à Ouagadougou, c'est aussi ce constat. Des engins de provenance douteuse, sans documents valables, sans immatriculation. Aboubakar est interpellé parce qu'il a acquis sa moto la semaine dernière, délai insuffisant donc pour disposer d'une immatriculation. Mais il devrait tout de même passer au service compétent. Venez à la direction générale des transports terrestres et maritimes. Vous allez voir M. Zongo Jean-Claude. Ce n'est pas moi M. Zongo Jean-Claude, mais c'est le responsable qui est chargé de l'immatriculation. On vous donnera toutes les informations nécessaires parce qu'on ne doit pas circuler sans immatriculation comme ça. Voilà. Oui, ça c'est tout à fait normal. Merci. Merci. Il y a également ces usagers qui rejettent en bloc les motifs de leur interpellation. C'est l'incompréhension. Je n'ai rien fait. Arrivé, tu me dis que c'est acrobatie. Quelle acrobatie? Tout le monde est témoin ici. Tout le monde était témoin. Je lui demande et puis il me dit que non. Est-ce que moi je veux qu'on me brutalise? J'ai fait quoi? Je suis un voleur. Ils ont dit que non, qu'effectivement que je venais, qu'il n'y a pas une seule foire qui ne donne pas. Moi je les ai dit qu'effectivement j'étais au garage, je viens de quitter ce soir-là. Maintenant malheureusement je l'ai néouché, fatigué. Une opération qui entre dans le cadre de la journée nationale de la sensibilisation et de la sécurité routière. C'est vraiment apporter, n'est-ce pas, en tout cas, la promotion de la sensibilisation en matière de sécurité routière. C'est interpeller tous les usagers de la route à respecter les règles de la sécurité routière, surtout en ces moments de fin d'année. Au bilan, quelques heures de contrôle ont permis d'immobiliser 72 véhicules non en règle, près de 200 tricycles et 546 motos mises en fourrière. Le matin déjà, les locaux de la police sont pris d'assaut par les usagers qui vont tenter de se régulariser avant le retrait de leurs biens. Troisième invité de cette info, Idrissa Coulibaly, il est le promoteur de la foire de l'indépendance. Il se passe des choses autour de cette foire. Bonsoir, M. Coulibaly. Bonsoir, M. Guébé. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce qui se passe autour de la foire de l'indépendance? C'est toute notre inquiétude et notre interpellation du président du Faso lui-même, franchement, qui est notre dernier recours en ce moment pour quand même nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement au niveau des mangas, où depuis 10 ans maintenant, entre jeunes diplômés, on s'est réunis en entreprise et qu'on a porté ces projets événementiels qui consistent à promouvoir et à valoriser les produits made in Burkina à l'occasion de cette fête nationale. Donc, mais franchement, toutes les années, ça s'est bien passé. On le fait sur fonds propres, 100 millions par an avec ou sans sponsor. Si c'est annulé aussi, c'est tant pis pour nous. Mais la foire a atteint une certaine dimension cette année, où depuis 2014, le président du Faso, son Excellence Roch Kaboré, lui-même a donné des orientations afin que la foire puisse être prise en charge en tant que projet d'utilité publique voilà, et subventionné comme CAO, FESPACO, SNC, etc. Bon, à notre grande surprise, cette année, comme chaque année, il y a un partenariat qui nous lie avec la région d'Hôte, auquel nous offrons quand même beaucoup de facilités, de stands gratuitement, etc.
Mais ce partenariat n'est jusqu'à présent pas signé. À quelques jours du début des chantiers, où toute la logistique est prête pour être déployée à Manga, où encore 357 participations sont confirmées, et où les dépenses sont engagées, la campagne média, tous les supports sont réalisés. Et on veut être sage, on attend l'accréditation qui ne tombe pas. Et malheureusement, notre grande surprise, on entend une autre promotrice ou prestataire en tout cas de l'activité qui est tout à fait étrangère dedans. Ce n'est pas son événement, ce n'est pas un marché de l'État. C'est notre idée, c'est notre initiative. Et on ne peut pas comprendre que quand même ça se passe jusqu'à présent. Au niveau de Manga. Vous avez approché l'autorité compétente pour savoir pourquoi cette accréditation, cette autorisation n'est pas encore signée, remis? Effectivement. D'ailleurs, l'autorité compétente est notre partenaire oblige. Depuis plusieurs années, nous sommes en parfaite collaboration avec le secrétariat permanent au 11 décembre, qui, à tous les niveaux, comme je le dis, tout le monde est offusqué et indigné et ne comprend pas. Au niveau de Kaya, on dit... Qui donne l'autorisation? C'est au niveau de la direction du comité régional à Manga. Et Manga dit que non, les orientations sont venues de Ouaga. Ouaga dit non, c'est Manga qui a organisé là-bas, il faut voir le gouverneur. Le gouverneur refuse de nous recevoir jusqu'à présent. Et 4 demandes d'audience au ministre de l'administration qui ne nous a pas reçus. On ne comprend pas, on n'a jamais mal organisé la foire de l'indépendance. Et comme je le dis, on ne demande pas le soutien de l'État, même si tous les bénéfices vont d'ailleurs à l'État. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer... C'est pourtant justement un rendez-vous qui est devenu quand même majeur dans le cadre de la fête de l'indépendance. Bien sûr, je vous dis que c'est le plus grand, la plus grande foire multisectorielle du Burkina. On est à 1200, 1300 exposants, où toutes les entreprises du Burkina, et même cette année, il y a au moins 9 pays qui ont confirmé leur participation et qui attendent d'embarquer. Mais voilà. Mais comment ça se fait? Est-ce que c'est quand même un label, non? Vous avez l'exclusivité de l'organisation? Bien sûr, on a l'exclusivité puisque c'est notre projet d'entreprise. Et personne ne nous dérange comme personne ne dérange Diapresse dans son Koundé, personne ne dérange Fessigri voilà, personne ne dérange Koudbi Kuala dans il peut y avoir des événementiels similaires. Similaires, d'accord, mais quand même pas nous écarter sans aucune élégance ou même nous dire d'arrêter l'organisation de la foire de l'indépendance de Manga. Parce que jusqu'à présent, on nous dit que ça va aller. Ce n'est pas possible que vous soyez mis à l'écart. C'est pas non. Voilà, on va organiser une rencontre. Et jusqu'à présent, et je suis en contact avec l'autorité qui, tous les jours, mon grand frère Khalil Bara, il est ouvert, il me reçoit à tout moment, mais il tente d'organiser même un rendez-vous avec le gouverneur depuis longtemps pour nous indiquer quand même le site afin qu'on puisse déployer le matériel. Pourtant, ça a un coût, cette organisation. Ça a un coût. Aujourd'hui, je ne vous dis pas que nous sommes à environ 86 millions de dépensés, des contrats signés, des avances versées. Et comme j'ai dit, tous les supports de promotion et de communication sont réalisés. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'on nous dise quelque chose ou qu'on nous laisse travailler, surtout qu'on ne dérange pas quelqu'un et on ne demande pas le budget de quelqu'un. Même si l'État voulait subventionner cette année et qu'on a fait toutes les démarches, on a déposé tous les papiers. Bon, je ne sais pas, c'est coïncidence pour coïncidence que maintenant, moi-même je peux concevoir qu'on nous dise, ben voilà, le bébé que vous avez porté a grandi maintenant et on ne peut plus vous laisser faire, l'État va s'en occuper. Alors que chaque fois, on le fait en partenariat avec l'APEX. Mais on ne peut pas donner, retirer chez un Burkinabé, donner à un autre Burkinabé. À cause de quoi? Ce n'est pas son idée, ce n'est même pas son affaire. Voilà. Et la foire de l'indépendance a une dimension organisationnelle aujourd'hui où les partenaires nous font confiance. C'est de l'expertise. C'est de l'expertise.
Et on l'a fait avec des hauts, des bas, et je ne vous dis pas. Donc, alors aujourd'hui, est-ce que la foire aura finalement lieu cette année, oui ou non? Sur le plan organisationnel, nous, le comité organisationnel travaille depuis 10 mois. Nous, on est dans le timing organisationnel. Comme je vous ai dit, toute la logistique est emballée, chargée. On attend que l'administration nous appelle et nous donne notre accréditation et nous indique le site comme prévu dans le contrat, dans le partenariat. Et que déjà, on se met à la tâche pour être dans le délai, parce que la foire commence le 6 et jusqu'au 11 décembre. Le 6, c'est déjà demain. Le 6 décembre. Donc, nous sommes là pour interpeller le président du FASO lui-même, afin que, ou toute personne ressource en tout cas, ou vraiment le gouverneur lui-même, ou le SP 11 décembre, afin qu'on nous dise où se trouve le problème et qu'est-ce qui se passe, et puis où qu'on nous laisse travailler tranquillement. Parce que quand même, ce n'est pas intéressant, c'est même honteux de voir ce qui se passe. Nous sommes aussi des Burkinabés, c'est notre idée, personne ne peut nous contester cela. Et nous luttons depuis 2008, même l'APEX s'est retiré en 2010, parce qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Mais nous, en tant qu'entreprise de marketing événementiel, nous arrivons à convaincre des partenaires qui mettent de l'argent dedans. Et en retour, en entreprise, il y a plusieurs services au-delà de la foire où, voilà, on leur offre en échange service. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on devient à leurs yeux? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui où tout est prêt? On ne comprend pas. Toute l'interrogation donc et la question reste posée. On espère que l'autorité, dans la semaine qui va suivre, là, va réagir. Amen. Pour que la situation se décante. Amen. Sinon, on n'a pas le sourire en ce moment, on n'a pas le sommeil. Merci. Monsieur Idrissa Coulibaly, vous êtes le promoteur de la foire de l'indépendance. La foire aujourd'hui qui a une difficulté majeure, c'est avoir l'autorisation pour pouvoir effectivement tenir cet événement devenu un rendez-vous majeur chaque fête de l'indépendance. C'est bien ça. Merci encore. Merci encore. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir.